Bonjour à tous, on va enchaîner. La session suivante, c'est une controverse entre est-ce que les constatations et l'évolution de notre patient, c'est l'histoire naturelle de son amylose, ou est-ce que c'est un vrai événement de progression et qui fait discuter un renforcement du traitement. Je vais appeler le premier orateur. Les deux premiers orateurs, c'est Vincent Alcalorondo qui défendra le côté progression de l'amylose et Charles Guénassia qui défendra plutôt le côté c'est l'histoire naturelle de la maladie. Alors 7 minutes par orateur. Hein. Ouais, faut être réveillé. Alors je commence. Bon, la problématique donc, vous connaissez tous la fable de La Fontaine. 2 cardiologues traitaient une ATTR, une arythmie survint. Et voilà la guerre allumée, voilà. Amour, tu perdis 3, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée. Enfin bref. Donc la problématique, c'est survenue d'une EFA mal tolérée. Est-ce que c'est une évolution d'amylose? Est-ce que c'est un épiphénomène? Et derrière, la question, c'est est-ce qu'il faut changer quelque chose? Donc est-ce qu'il y a des interactions entre l'amylose et la EFA? Est-ce que les traitements anti-amylose ont un effet sur la EFA? Et est-ce que le traitement de la EFA fait quelque chose sur l'évolution naturelle de la maladie? Bon, déjà, si on fait un petit parallèle sur insuffisance cardiaque et amylose, on sait que le traitement de l'insuffisance cardiaque a un effet sur l'incidence de la fibrillation atriale. Et à l'autre bout, on sait que quand il n'y a pas de cardiopathie structurelle sous-jacente et qu'on a une cardiopathie rythmique, traiter la cardiopathie, c'est traiter l'insuffisance cardiaque. Et donc, ça souligne le poids de l'insuffisance cardiaque et de la fibrillation atriale, mais aussi de cette évaluation et cette analyse fine. Alors, concernant l'amylose, on a quand même quelques datas. Dans ATTRACT, il y avait 70% qui étaient en FA à la baseline, mais donc ça veut dire qu'il y avait 30% de patients qui n'étaient pas en FA à la baseline. Et chez ces patients-là, le fait d'avoir du tafamidis réduisait l'incidence de la fibrillation atriale de manière significative. Vous avez les courbes de Kaplan-Meier qui sont là, donc de quasiment 60%. Dans ATTRibute, ils n'ont pas évalué directement l'incidence de l'arythmie, mais on a les conséquences de l'arythmie sur les événements graves et sur les hospitalisations cardiovasculaires. Et là aussi, le fait d'être sous stabilisateur prévenait les conséquences de ce truc-là. Donc, traiter l'amylose, c'est bon pour la FA. Traiter l'amylose, c'est bon pour les conséquences de la fibrillation atriale. A contrario, si on voit une FA alors que le patient a été correctement traité, on peut se dire que c'est un élément possible de non-réponse au traitement anti-amylose. Alors, maintenant, de l'autre côté, si on traite l'AFA, est-ce que c'est bon pour l'amylose? Alors déjà, il n'y a pas d'études randomisées. Ce qu'on peut dire, c'est que le rythme sinusal, quand on a une amylose, il vaut mieux être en rythme sinusal qu'en fibrillation atriale. On est dans un sous-groupe de patients qui est moins à risque. L'autre chose, c'est que moins on a une amylose qui est grave, plus on a de chances de rester en rythme sinusal. Donc il y a quand même une certaine intrication entre les deux. La deuxième chose, c'est que l'ablation de fibrillation atriale dans l'amylose, c'est pas compliqué, c'est très compliqué. Hein, vous voyez, alors sur les stades 1, on peut peut-être s'en sortir, c'est-à-dire que moins il y a d'amylose, plus on peut faire de l'arythmo, mais plus il y a de l'amylose, moins c'est facile. Et ça, c'est la série française. Quand on est sur la fibrillation atriale, on est dans ces eaux-là, hein, on est à 80% de succès. Et là, vous voyez, c'est on va dire un succès qui est améliorable. Donc, l'amylose, clairement, ce n'est pas une cardiopathie rythmique. Hein, le maintien du rythme sinusal est compliqué. La littérature est pauvre. Il y a un biais de causalité inverse, c'est-à-dire que, bien sûr, les patients qui étaient dans ces cohortes-là ablatés de leur fibrillation atriale, c'était aussi ceux qui pouvaient se permettre de l'enquiller, et on ne mettait pas sur la table les patients qui étaient les plus graves. Mais tout ça fait dire que l'amylose, en conclusion, c'est vraiment pas une cardiopathie rythmique. Pour moi, c'est une cardiopathie qui évolue, qui est vraiment structurelle, et que du coup, une nouvelle fibrillation atriale qui est mal tolérée, ça témoigne d'une mauvaise réponse au traitement pour moi. 2, ce sera peu accessible à un contrôle du rythme. Donc si vous dites à votre rythmologue, choquez-le, ablatez-le, il va revenir à son état de base. Non, déjà, il n'y arrivera pas
on n'arrivera pas à le remettre en rythme sinusal, et c'est peu probable qu'il revienne à son état de base ad intégrum. Et dernier point que je n'ai pas beaucoup abordé, mais une fibrillation atriale qui est mal tolérée et qui nécessite une hospitalisation, on est chez les patients qui cochent le critère primaire de la plupart des essais de phase 3 dans l'amylose, c'est-à-dire que quand on compare deux stratégies pour savoir si un traitement est efficace ou pas, le fait d'avoir une fibrillation atriale mal tolérée qui va amener une hospitalisation fera partie des éléments qui permettent de dire qu'un traitement est efficace ou pas. Donc pour moi, les choses sont relativement claires et tranchées, puisque c'est une histoire de controverse, mais ces fibrillations atriales mal tolérées, elles doivent être considérées comme un tournant dans la maladie. J'ajoute que dans la fable des deux coqs, à la fin, le coq qui a fait le malin s'est fait bouffer par le vautour. Je vous remercie. Merci de l'invitation et de la controverse. On va maintenant... je vais vous montrer que finalement, c'est moi qui ai raison. C'est moi le coq le plus prétentieux. On verra où est le vautour. Et il y a une chose sur laquelle je rejoins Vincent, c'est le fait que les arythmies sont un tournant dans l'histoire de la maladie. Mais là où je ne le rejoins pas, c'est que c'est un témoin de la progression. Et on va voir que c'est surtout le témoin de quelque chose qui s'est passé plusieurs années auparavant. Puisqu'il n'y a pas de littérature ou quasi pas, et le peu qu'il y a vous a été présenté par Vincent, revenons à la clinique et revenons par exemple à un cas d'une patiente et puis on va dérouler autour de ça. Patiente de 77 ans qui a une amylose héréditaire qui fait d'abord l'AVC ischémique, puis on lui trouve la FA un an après, d'abord très paroxystique, et puis elle commence à altérer sa FEVG en FA et elle s'organise en une tachycardie supraventriculaire où la FEVG s'effondre à 24%. Alors, l'AFA, chez ces patients amyloses, là, en l'occurrence, on voit que ça précipite la dégradation de la maladie, mais elle est présente en amont, très largement en amont. Est-ce que c'est vraiment une évolution de la maladie ou est-ce que c'était présent depuis longtemps à bas bruit? Regardez dans une cohorte de patients adressés pour ablation de FA qui ont plus de 60 ans, ils ont biopsié 500 patients au Japon, ils trouvent 7% d'amylose cardiaque. Donc l'amylose, elle est là largement avant le diagnostic réel de l'amylose clinique. Donc la FA est plutôt un red flag qu'un marqueur de progression, à mon avis. Cette patiente, elle est en flotteur commun. On lui fait donc l'ablation du flotteur commun et elle revient sinusale. Elle revient sinusale, elle a une FE qui retourne à la normale, donc le phénotype est réversible. Nouvelle démonstration, elle repasse en fibrillation atriale, FEVG qui se réeffondre à 35%. On va faire quoi? Elle est assez jeune, elle est en bon état général, elle a une cardiopathie rythmique surajoutée à son amylose. On va lui faire une ablation qui, certes, est très complexe. Vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude des cartes de rythmologie, c'est une carte de voltage. L'oreillette est toute malade. Clairement, on n'est pas sur un cœur sain. Et pour autant, on arrive à la remettre sinusale. Alors, on ne présente que ceux qui marchent bien. Mais on arrive à la remettre sinusale. Et depuis, elle est toujours sinusale un an plus tard. Elle améliore sa FEVG. Mais, secondairement, elle présente une aggravation de son phénotype conductif cette fois-ci, puisque la question était double, trouble du rythme et trouble de la conduction. Et on voit qu'apparaît un bloc de branche droit, elle était PR long, hémibloc antérieur gauche, un bloc droit apparaît. Donc elle a une évolution, cette fois-ci, des troubles conductifs. Est-ce que c'est une évolution de sa maladie? Est-ce que c'est une progression sous tafamidis? Elle est sous tafamidis depuis 2019 et viennent se greffer des troubles du rythme et des troubles de la conduction. Ou est-ce que c'est sa maladie globale, cardiopathie, qui progresse parce qu'il y a de la fibrose liée à sa maladie? Alors on sait que donc on implante d'une branche gauche et on sait que ces patients qu'on implante d'un pacemaker, ils vont développer progressivement une dépendance à la stimulation. Au début, il y en a, je ne sais plus combien c'est écrit, un pourcentage de stim qui est à 56%, et on passe à 96% au suivi. Donc les troubles conductifs sont inhérents à la maladie, et plus on attend, plus la ventriculodépendance va arriver, indépendamment du traitement. Donc, dans l'histoire naturelle de l'amylose cardiaque, les troubles conductifs progressent indépendamment du traitement. Je vais prendre un autre exemple où là, on est sûr que le traitement contrôle la maladie. En règle générale, c'est la maladie de Fabry. Dans la maladie de Fabry, on a aussi de la fibrose intramyocardique, et on a aussi des troubles du rythme ventriculaire et des troubles du rythme et des troubles de la conduction. Ici, dans cette étude, ils ont regardé quels étaient les prédicteurs d'évolution vers des troubles conductifs de haut degré chez des patients en partie traités par substitution enzymatique. Et finalement, les deux critères d'évolution vers le risque d'un pacemaker, ça ressemble franchement à ceux qu'on a dans l'amylose, c'est le PR long et les QRS larges, initiaux. Et vous voyez que ERT, c'est l'enzyme de remplacement, n'est pas un marqueur
de risque, de protecteur, on va dire, du pacemaker. Ce qui veut dire donc que ce n'est pas le freinage de la maladie qui est en cause, c'est la présence préexistante de troubles conductifs, de ces dépôts initiaux qui vont, au long cours, générer les anomalies. Je vais prendre un autre exemple, puisque je vois que j'ai encore un peu le temps. On va prendre un patient qui n'a certainement pas une amylose. 71 ans, il vient pour un infarctus avec une sténose subocclusive de la circonflexe proximale en 2023. En reprenant ses ECG, il a des critères d'infarctus atrial. Et vous savez que l'artère de la circonflexe, il y a une branche pour l'oreillette gauche, et on ne les voit plus trop, mais c'est des vieux critères qu'on peut voir d'infarctus atrial. Il a une FE normale, il n'a aucun antécédent par ailleurs, il va très bien. Il ressort, et 2 ans plus tard, il vient en flotteur gauche. Il n'a pas fait de FA dans l'intervalle. Il vient en flotteur gauche, et quand je reprends sa carte, vous ne retrouvez pas qu'elle ressemble un peu à celle de mon patient amylose? À gauche, c'est tout moche, le voltage est très moche en antérieur, et si je vous fais tourner la carte du scanner avec l'épaisseur myocardique, on a un affinement, toutes les zones très rouges, en regard de ces zones de probable infarctus atrial survenu 2 ans auparavant. Quand on lui fait l'ablation du flotteur, comme toujours, ça marche très bien, bien sûr, et donc on fait le retour en rythme sinusal. Cette comparaison pour vous montrer que ce patient, il a fait un infarctus atrial 2 ans avant, et il a fait un flotteur gauche 2 ans plus tard. Est-ce que la maladie ischémique a progressé, n'est pas contrôlée? Ben non. Par contre, il y a une cicatrice qui s'est formée à un moment donné, et cette cicatrice, secondairement, elle va donner des troubles du rythme ou de la conduction. On le sait très bien dans la cardiopathie ischémique, et Vincent sera d'accord avec moi, je le sais, les infarctus du myocarde surviennent 10 ans en moyenne avant l'apparition des troubles du rythme ventriculaire. Pourtant, la cicatrice, elle est bien là. Ce n'est pas la cardiopathie ischémique qui a progressé dans les 10 ans. Pourquoi ils font de la TV 10 ans plus tard? Parce que la fibrose s'est constituée, s'est aggravée, il y a un remaniement qui se fait intrinsèquement, indépendamment de la pathologie initiale, qui va générer les troubles du rythme ventriculaire. On sait que c'est ceux qui ont les infarctus les plus anciens qui sont à plus haut risque de troubles ischémiques, de troubles de TV ischémiques. Donc en conclusion, bien sûr que ces arythmies et ces troubles conductifs, ils vont survenir sur un substrat créé par l'amylose initialement, au moment où vous l'avez diagnostiqué et au moment où vous mettez en place le traitement. Mais il est tout à fait possible que ces troubles conductifs et ces troubles du rythme évoluent à leur propre rythme secondairement. On le sait dans l'AFA. L'AFA entretient l'AFA et F begets CF. Je vous ai montré l'exemple du Fabry, je vous ai montré l'exemple de la cardiopathie ischémique. Donc avant de parler de progression sous traitement, traitons déjà l'arythmie. On a des outils pour le faire. Bien sûr, les taux de succès peuvent être moins bons pour l'ablation de FA que chez les sujets non amylose, mais essayons au maximum de restaurer le rythme sinusal. Il y a quand même effectivement un tournant dans la maladie quand ils passent en arythmie, mais souvent on restaure significativement leur qualité de vie et les paramètres morphologiques une fois qu'on a restauré le rythme sinusal, si on y arrive, et puis ensuite on pourra éventuellement parler de progression. Et puis, bien sûr, pour le moment, on n'a pas énormément d'études à se mettre sous la dent, et on attend des sous-analyses des études médicamenteuses spécifiquement centrées sur cette question. Est-ce que les troubles conductifs et les troubles du rythme progressent aussi vite maintenant qu'on a des traitements que pas? A priori, non. Et puis, est-ce qu'on arrive à les estimer que c'est leur évolution ou l'histoire naturelle? On le verra plus tard. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour ces 2 présentations. Si ça vous va, on fera la table ronde générale à la fin, comme c'était prévu initialement. J'appelle maintenant Diane Bodès de Saint-Denis et Stéphanie Casalbou pour discuter du rétrécissement aortique. Est-ce que c'est la progression amyloïde ou est-ce que c'est une évolution en parallèle? Bonjour à tous. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité à cette controverse. Voici mes liens d'intérêt. Alors moi, je vais vous défendre le point de vue que le RAC qui progresse, c'est évidemment à cause de l'amylose et pas l'inverse. Alors, d'abord, quelques petites données épidémiologiques. On sait tous qu'il y a une association. Alors, association et pas causalité, mais quand ça va dans le même sens à chaque fois, on commence à se dire qu'il peut y avoir un lien de cause à effet. Alors d'abord, parmi les populations générales, vous avez à gauche une revue publiée dans Nature, revue en cardiologie. Dans la population mondiale, 1,5% des 75 ans ont une valve aortique calcifiée, tout degré de sténose confondu. Juste même une sclérose aortique, ça avait été compris. Donc on a 1,5% sur des critères assez larges. Et à droite de l'image, vous avez une publication récente du réseau amylose qui nous montre que parmi une population d'amylose cardiaque, qui ont plutôt 71 ans en moyenne, donc qui sont un peu plus jeunes
que les 75 ans de gauche, on a 15% de sténose aortique, sans tenir compte des scléroses. Donc quand même, on peut se dire qu'il y a une vraie surreprésentation des sténoses aortiques dans l'amylose cardiaque par rapport à la population générale. Et le fait que l'image de gauche soit une population mondiale avec une inclusion de tous les pays et que ce ne soit pas du tout représentatif de nos populations occidentales sera tu dans cette partie-là du topo. Ensuite, si on regarde l'inverse, parmi les gens qui ont une sténose aortique, combien ont une amylose ? On sait maintenant que c'est entre 8 et 15% des patients qui sont adressés pour un TAVI qui ont une amylose cardiaque. Il y a plusieurs publications qui retrouvent toujours à peu près ces mêmes chiffres. Par contre, on voit que l'amylose cardiaque telle que l'on la diagnostique aujourd'hui avec la cardiopathie amyloïde, elle est probablement beaucoup moins fréquente que la présence de dépôts d'amylose sur des valves explantées. Et là, c'est une série de 150 valves qui ont été explantées chez des patients qui avaient 67 ans en moyenne pour différentes indications de valvulopathie. Il y avait des sténoses aortiques, des sténoses mitrales et puis des régurgitations. Et particulièrement dans la population de valves explantées pour des sténoses aortiques, il y avait 75% de valves qui avaient des dépôts d'amylose vraiment visualisés en anapathie. Ce que l'on sait aussi, alors on attend la publication avec tout le détail, ça c'était un abstract qui a été présenté à la CC cette année, j'ai pas vu l'article dans le détail qui est en lien avec ça, mais c'est que probablement les patients qui ont une sténose aortique avec une amylose cardiaque, ils progressent plus vite que ceux qui n'ont pas d'amylose cardiaque et ils progressent 2 fois plus vite. Donc là aussi, on a du mal à se dire que c'est simplement une association sans relation causale. Un autre argument pour nous faire dire que c'est des RAC pas tout à fait comme les autres, c'est que dans l'association amylose cardiaque avec sténose aortique, on a une surreprésentation du phénotype low flow, low gradient, qui est en général bien supérieur à 50%, alors que c'est pas tout à fait ce qu'on observe dans une pratique courante de gestion de patients en bilan pré-TAVI, par exemple. Alors ça, c'est une autre étude, c'est dommage que Marc-Antoine ne soit plus là pour voir son papier, qui a été faite par les équipes du réseau sur l'association entre le canal carpien et le phénotype de sténose aortique. Et en fait, ce qu'il montrait, c'est qu'il y avait beaucoup plus de canaux carpiens parmi les gens qui avaient des faibles sténoses aortiques, et qu'à l'inverse, pour les sténoses aortiques sévères, il y avait une surreprésentation des canaux carpiens dans les low flow, low gradient. Donc tout ça nous fait penser que la physiopathologie est quand même pas tout à fait la même. Et un autre argument pour penser ça, c'est l'évaluation des sténoses aortiques par le score calcique. Le score calcique, vous le savez, on évalue le degré de calcification des sténoses aortiques pour voir si c'est serré ou pas quand on a du mal, par exemple, en échographie. Et dans les low flow, low gradient, c'est particulièrement utile. À gauche, vous avez, c'est une toute petite série, c'est 3 cas cliniques où ils vous ont représenté par chaque petit point, il y avait 2 hommes et une femme. Chaque petit point, c'est le patient, c'est le score calcique du patient qui avait d'authentiques sténoses aortiques serrées. Aucun d'entre eux n'avait des critères de score calcique pour une sténose serrée, pourtant c'en était bien. Et sur l'image de droite, vous avez une étude toute récente qui a été publiée dans le JACC Cardiovascular Imaging qui montre qu'en moyenne, les patients qui ont une association sténose aortique avec une amylose cardiaque, ils ont un score calcique qui est quasiment 700 unités plus bas que les patients qui n'ont pas d'amylose cardiaque associée. Donc tout ça nous fait penser que finalement, dans la sténose aortique de la cardiopathie amyloïde, il n'y a pas forcément que du calcaire et qu'il pourrait bien y avoir des dépôts d'amylose qui participent à la sténose. Alors est-ce que c'est une physiopathologie réciproque ? Est-ce que finalement les dépôts d'amylose ne pourraient pas favoriser les calcifications de la valve et donc la progression de la maladie aortique qui elle-même, avec les conditions de charge, favoriserait les dépôts d'amylose dans le myocarde et dans les valves? C'est une théorie qui est de plus en plus explorée. On a en anapath plusieurs cas qui nous rapportent l'association, en tout cas géographique, sur des valves aortiques entre les dépôts d'amylose et les calcifications, et sur des modèles animaux ou humains, l'idée que le stress oxydatif pourrait effectivement favoriser les dépôts d'amylose qui, à leur tour, favorisent les calcifications. On a plutôt observé que les sténoses aortiques avec cardiopathie amyloïde, c'était dans une très grande majorité des cas des amyloses ATTR, vraiment rarement des amyloses AL et de façon tout à fait exceptionnelle des amyloses AA. Et tout ça nous fait penser que peut-être il ne faut pas seulement soigner la sténose aortique, mais qu'il faut aussi soigner l'amylose.
Et là encore, une publication toute récente qui a comparé dans différents centres dans le monde, surtout dans le monde occidental, on va dire, des patients qui avaient une sténose aortique avec ou sans cardiopathie amyloïde associée. Dans à peu près 3 cas sur 4, la stratégie de traitement de la valve, ça a été le remplacement. Et en fait, ce qui montre, c'est qu'après le traitement du remplacement valvulaire, les patients qui ont le meilleur pronostic sont ceux chez qui on va associer un traitement spécifique de l'amylose, qui était du tafamidis dans la très grande majorité des cas. Alors que les pays dans lesquels les traitements spécifiques n'étaient pas disponibles avaient plutôt un moins bon pronostic. Donc il faut soigner la valve et l'amylose. Peut-être qu'on pourrait se demander si soigner l'amylose avant de changer la valve, ça ne pourrait pas ralentir la progression. On a une suggestion de PHRC récemment sur ce sujet. Je suis très impatiente, j'espère, de pouvoir y participer. Et je souhaite bon courage à l'oratrice suivante pour contredire tout ce que je viens de vous raconter. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Hop. Alors moi, donc, je vais essayer de défendre la partie histoire naturelle de la maladie. Donc, au risque de me répéter, vous savez que la sténose aortique et l'amylose cardiaque sont deux pathologies relativement fréquentes, associées toutes deux à l'âge, puisqu'on a une prévalence qui est plus de 3% après 75 ans dans la sténose aortique, 3,3% après 70 ans dans l'amylose cardiaque, et une augmentation exponentielle à plus de 20% après 80 ans. Et de nombreuses études ont montré une forte association entre ces deux pathologies, d'autant plus liées à l'âge. Et toute l'histoire aujourd'hui, toute la controverse, c'est de savoir quel est l'œuf et la poule, et vous verrez que la réponse n'est pas si simple. Une des études qui s'est intéressée en 2016 à des patients adressés pour remplacement valvulaire aortique de plus de 65 ans ont montré, avec biopsie myocardique, qu'il existait 6% de patients porteurs d'une amylose cardiaque associée. Un peu plus tard, des études qui se sont posées la même question chez les patients adressés pour remplacement valvulaire aortique par méthode percutanée, donc des populations plus âgées, ont montré par dépistage scintigraphique une prévalence de l'amylose cardiaque associée entre 12 et 16% et allant jusqu'à 32% chez les hommes notamment. Je ne vais pas repréciser ces études, mais je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a quand même un tiers de ces patients qui ont un score Perugini à 1, donc peut-être à un stade très précoce de la maladie, alors qu'ils ont déjà une valvulopathie aortique très avancée. Enfin, si on regarde un peu plus dans le détail, la publication de Kristen s'est intéressée plutôt à la napate des valves de ces patients qui sont adressés pour remplacement valvulaire aortique, qu'ils soient aortique ou mitral. Et on a retrouvé une prévalence de 53% de dépôts amyloïdes sur toutes ces valves prélevées et une prévalence beaucoup plus importante dans la sténose aortique pour 74% des patients. Et donc, les dépôts amyloïdes présents majoritairement dans cette sténose aortique semblent être la sténose aortique, en tout cas avec des fortes contraintes de cisaillement, semble être associée plus fortement à ces dépôts amyloïdes, qu'on retrouve beaucoup moins dans les valvulopathies fuyantes. Dans notre cohorte toulousaine, on s'est intéressé aux patients qui ont bénéficié d'un remplacement valvulaire aortique et dont la napate de la valve a répondu qu'il y avait la présence de dépôts amyloïdes. Donc nous avions 46 patients initialement, chez qui nous avions ensuite proposé un dépistage d'amylose cardiaque. Et parmi tous ces patients, on a retrouvé finalement que 11% de patients présentant une amylose cardiaque associée avec un diagnostic qui était soit fait par scintigraphie osseuse ou par biopsie myocardique. En reprenant la physiopathologie de la sténose aortique, on sait qu'il s'agit d'un processus qui ressemble un petit peu à l'athérosclérose, avec une lésion de l'endothélium qui favorise l'inclusion au sous-endothélium de lipoprotéines, avec des mécanismes oxydatifs et d'inflammation qui amènent ensuite à une fibrose et à terme à une calcification. On sait qu'il s'agit d'une maladie qui évolue dans le temps avec une majoration des gradients en moyenne de 7 mm de mercure par an, avec une diminution de 0,1 cm² de surface.
À terme, cette sténose aortique crée un remodelage myocardique en augmentant la post-charge du VG et par conséquent des foyers de fibrose qu'on peut voir sur des séquences de rehaussement tardif en IRM. Donc on sait que cette maladie évolue par son propre compte. Et toute la question est donc de savoir, à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, est-ce que ces dépôts amyloïdes sont simplement un stade précoce de la maladie, puisqu'on sait que cette maladie évolue dans le temps, qu'il va y avoir une fibrose qui va s'installer au niveau valvulaire mais aussi myocardique. Est-ce qu'il s'agit d'une amylose opportuniste, comme on dit, ou un simple marqueur de vieillissement finalement? Enfin, la plupart des études nous parlent de patients qui nous sont adressés pour sténose aortique déjà serrée chez qui on découvre une amylose. En revanche, on a beaucoup moins de données chez les patients suivis pour une amylose, avec des sténoses aortiques relativement modérées, notamment sur le suivi de ces patients et l'évolution dans le temps. Quoi qu'il en soit, la réponse est difficile à avoir aujourd'hui, mais là où on est tous d'accord, c'est que l'association des deux maladies altère le pronostic de ces patients et que la prise en charge percutanée de ces patients est indispensable et permet en tout cas d'améliorer leur pronostic. Merci de votre attention. On va donc passer aux présentations suivantes qui portent sur les traitements multiples et coûteux. Faut-il arrêter un jour? Et donc je vais appeler les deux orateurs, le professeur Lojard et le docteur Toulza de Toulouse. Donc, bonjour, merci pour l'invitation à évoquer un sujet à ma foi assez difficile pour lequel je serai plus dans le questionnement que dans l'affirmation d'un parti pris. L'intérêt. Alors, pour préparer le topo, j'ai essayé de lister les bonnes ou mauvaises raisons qu'on a habituellement pour arrêter, ou ne pas initier d'ailleurs, un traitement. Alors, je ne vais pas les lister là, mais on va les voir une par une assez rapidement. Alors, la première, c'est la tolérance. C'est quand même la raison la plus simple, la plus évidente pour arrêter un traitement ou quand il y a une contre-indication. Mais, entre guillemets, pas de bol, ou au contraire, on a de la chance avec les traitements d'amylose, c'est qu'il n'y a pas de problème réellement de tolérance. Et quand on regarde, que ce soit les essais cliniques randomisés ou les cohortes, alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais enfin, c'est quand même rare et ce n'est pas un problème. La deuxième raison pour arrêter ou ne pas débuter le traitement de l'amylose, ça pourrait être une espérance de vie qu'on juge insuffisante. Et je pense que le collègue d'après réévoquera ça plus longuement que moi. Alors bien sûr, l'espérance de vie, ce n'est pas l'âge chronologique. On est tous d'accord avec ça déjà depuis pas mal de temps. Et l'important, c'est d'avoir une évaluation de la fragilité du patient. Alors souvent, c'est une fragilité gériatrique, évidemment, dans ce contexte-là. Et puis la présence, rechercher quand même de façon un peu active l'existence ou pas d'une comorbidité grave qui pourrait être révélée à peu près à la même période et qui pourrait justifier de ne pas démarrer ce type de traitement. Troisième raison, c'est le coût des médicaments qu'on pourrait juger non supportables. Voilà. Alors, on peut, je pense, balayer un petit peu la question qui, quand même, qui nous trotte toujours un petit peu dans un coin de notre tête, en considérant que ça reste quand même un problème du régulateur et non pas du prescripteur. Et puis, normalement, s'il est mis sur le marché, c'est qu'il y a eu un rapport coût-bénéfice, un ratio coût-bénéfice en tout cas qui a été jugé favorable pour qu'il y ait une mise sur le marché. Et c'est assez intéressant d'ailleurs. Et pour ceux que ça intéresse, il y a énormément de documentation en ligne auxquelles on peut avoir accès pour essayer de comprendre les tenants et aboutissants de ces affaires-là. Et puis enfin pas tout à fait encore enfin, mais la quatrième raison, c'est, pour arrêter, c'est l'insuffisance de bénéfices supposés ou documentés du traitement, où on considère qu'il y a un échappement au traitement de l'amylose. Alors, c'est pas facile de répondre à cette question-là. Plutôt que de donner un avis personnel, j'ai repris 3 cohortes publiées cette année. Alors, la première des voisins belges, qui est une cohorte multicentrique, qui s'est intéressée aux effets du tafamidis en fonction de l'âge, notamment octogénaire, pas octogénaire. Et on peut voir notamment dans la diapositive du milieu, enfin dans la figure du milieu, qu'il y a un bénéfice, quel que soit l'âge des patients, y compris quand on match
les patients en fonction d'un certain nombre de facteurs de gravité. Et ce qui est assez intéressant également, c'est qu'on voit qu'il y a à peu près, alors en rouge les octogénaires et en bleu les non-octogénaires, mais il y a une proportion assez importante de patients qui ne recevaient pas le traitement, lesquels ne s'étaient pas initiés, en sachant que l'étude était faite à partir du moment où le tafamidis était disponible. Alors la raison n'est pas donnée. Il y a aussi un certain nombre de patients, il y a le pourcentage de patients chez qui le traitement était arrêté en cours de route, et il y avait les raisons qui étaient proposées. Donc les raisons de non-initiation, les raisons d'arrêt du traitement en cours de route. Alors bien sûr, il y avait l'âge pour les octogénaires, la fragilité qui revient tout le temps, et puis l'évolution notamment de l'insuffisance cardiaque qui arrivait à un stade avancé. Et vous voyez que dans un nombre non négligeable de cas, 7 à 10% pour la non-introduction et 12 à 23%, selon qu'il était octogénaire ou pas octogénaire, pour l'arrêt du traitement, pour lesquels on n'avait pas de cause donnée par les investigateurs. Et enfin, dans cette étude-là, ils considéraient quand même qu'il y avait un certain degré de futilité à donner le traitement chez les patients en stade NAC3 ou chez les nonagénaires, au vu du peu d'espérance de vie de ces patients-là. Deuxième cohorte, c'est la cohorte IR, avec cette belle étude qui a été publiée aussi cette année, qui s'intéressait aux octogénaires plus spécifiquement, avec plus de 1200, enfin presque 1200 octogénaires, et pour lesquels il y avait 15% de patients là aussi qui ne recevaient pas de traitement, avec les facteurs associés qui sont indiqués là. À nouveau, on retrouve l'âge considéré comme trop important, la classification NAC, la NYHA et le fait d'avoir une FEVG altérée. Alors même que c'est pareil, toujours dans les courbes de Kaplan-Meier, on voit que les plus vieux, y compris les plus de 85 ans, bénéficiaient du tafamidis. Et enfin, la troisième cohorte qui a été présentée à l'ESC, qui est une cohorte également multicentrique, germanique, toujours des voisins, et pour lesquels, sur leurs 540 amyloses à transthyrétine, il y en avait 18% qui n'avaient pas eu de traitement, et 5% pour lesquels il y avait eu un arrêt, où on retrouve toujours les mêmes motifs, hein. C'est un petit peu flou, mais en gros, on a la fragilité, l'âge avancé, et puis l'insuffisance cardiaque avancée. Alors, la dernière raison pour arrêter ou ne pas débuter un traitement, et ça rejoint quand même celle d'avant, puis un peu ce qui avait été évoqué avec l'histoire de l'AFA, c'est l'aggravation de l'insuffisance cardiaque indépendamment de l'amylose. Alors évidemment, c'est une question à laquelle c'est quand même un peu compliqué de répondre, on l'a vu pour l'AFA ou même pour la sténose aortique. C'est vrai qu'on n'a pas de marqueur qui serait réellement spécifique de l'amylose par rapport à l'insuffisance cardiaque, sauf peut-être pour l'amylose à elle, où quand même le suivi des chaînes légères donne quand même une bonne indication de la rémission ou non de l'amylose. Pour la transthyrétine, c'est quand même un peu plus compliqué. Et puis, chez ces patients-là, quand même, quand on suspecte, quand on a clairement une aggravation de l'insuffisance cardiaque, chez un patient a priori traité par amylose, on ne sait pas si c'est vraiment un échappement de l'amylose, c'est l'insuffisance cardiaque qui s'aggrave. On aura toujours du mal à le savoir, puisque l'insuffisance cardiaque, une fois qu'elle est installée, ça a été dit précédemment, elle s'auto-aggrave de toute façon. Et on va voir la problématique d'un certain nombre de thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque aussi. Quelle est la place des bêta-bloquants chez ces patients-là, quand ils sont vraiment au stade d'insuffisance cardiaque? La problématique de l'implantation du défibrillateur, quelle valeur seuil on retient chez ces patients-là, et puis l'indication de greffe. Et enfin, et ça c'est un truc que personnellement je ne regarde pas vraiment, l'apparition d'une amylose, éventuellement chez un patient qui a une insuffisance cardiaque sur une cardiopathie ischémique, enfin une insuffisance cardiaque, on va dire, tout venant, au moment où elle s'aggrave, est-ce que ça pourrait être lié à une amylose? Est-ce qu'on le recherche? Et quel bénéfice de traitement anti-amyloïde on aurait à introduire chez ces patients-là? Voilà, et pour conclure, donc c'est une problématique qui est difficile, hein, qui est fréquente, hein, les cancérologues savent ça par cœur, mais qui est assez inédite pour nous, notamment parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et j'ai bien compris qu'il fallait que j'arrête. Donc il y a quand même quelques situations de futilité, les nonagénaires ou les centenaires, NAC3, les patients qui restent en insuffisance cardiaque sévère persistante. Et puis, je pense qu'on a tous bien compris que l'important était d'individualiser chaque patient dans le choix des thérapeutiques. Voilà. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de me confier cette controverse particulièrement délicate pour un gériatre, mais enfin, on va pas se laisser abattre. Donc, d'emblée, je suis désolé, je vais prendre en introduction un petit peu
Le contre-pied de ma controverse, faut-il arrêter parfois les traitements? Non, mais si, bien évidemment. Je crois qu'on est tous d'accord qu'il y a un moment où on arrête les thérapeutiques. On va dire les choses telles qu'elles sont. C'est notre quotidien. Mais par contre, le discours du gériatre, c'est probablement de se dire que ce n'est pas uniquement à cause de l'âge. Donc ces travaux ont déjà été présentés par M. Logeard. Donc je passe rapidement sur l'efficacité après 80 ans, le bémol, manifestement sur les patients de plus de 90 ans. Le registre IR a également été présenté. C'était la première fois qu'on avait des résultats intéressants chez les patients de plus de 85 ans. Et ce travail insistait également sur deux choses qui intéressent les gériatres. C'est d'abord la nécessité d'un diagnostic précoce, mais ça s'intéresse bien évidemment les cardiologues également, mais surtout la nécessité d'un suivi gériatrique des patients. Et vous allez voir que mon topo finalement s'articule essentiellement sur ça. Alors sur les nonagénaires, on a des travaux avec des auteurs que vous connaissez bien, et donc une tendance quand même chez les patients de plus de 90 ans sur ce travail récent a manifestement peut-être une efficacité avec des populations comparables sur le plan cardiologique, il n'y a pas de doute, peut-être avec des différences sur le plan gériatrique, ça on ne sait pas, mais en tout cas une tendance à une efficacité même chez cette cohorte de nonagénaires. Et puis quelque chose qui est intéressant pour le gériatre, ce travail tout récent d'Amaury Broussier, c'est un effet positif sur la survie, c'est vrai, mais également un effet positif sur la diminution des réhospitalisations. Et ça, c'est un paramètre auquel les gériatres sont sensibles, parce qu'une hospitalisation après 80, 85 ou 90 ans, c'est quand même un risque d'altération des capacités fonctionnelles des patients. Donc la diminution de la réhospitalisation chez les sujets âgés, c'est déjà pas mal. Donc si on devait reformuler la question de la controverse, c'est peut-on décider de ne pas introduire un traitement sur l'argument de l'âge, ou doit-on arrêter un traitement sur la seule question de l'âge du patient? Probablement pas. Au quotidien, vous évaluez vos patients sur des critères cardiologiques, donc sur la sévérité de l'atteinte cardiaque, la non-réponse au traitement, on en a parlé. Mais je pense qu'à côté de ces critères cardiologiques, il y a également des paramètres gériatriques, et notamment l'évaluation gérontologique standardisée et le dépistage de la fragilité. Donc la fragilité, c'est un terme qui est beaucoup utilisé. En une phrase, un patient fragile, c'est un patient qui est autonome, mais qui est à risque de basculer dans la dépendance à la faveur d'un stress. Donc le patient fragile, bien sûr, on le traite, mais on le surveille. Et la fragilité, ça vous intéresse, les cardiologues. Ça vous intéresse depuis pas mal de temps. Et j'en veux pour preuve ces deux papiers du JACC, donc en 2024, qui met d'emblée au même niveau quasiment que l'échographie cardiaque, que le bilan génétique, que tout ce que vous faites au quotidien, mais au même niveau l'évaluation gérontologique standardisée pour essayer finalement de stratifier le risque de ces patients, essayer d'optimiser leur suivi. Et puis ce travail plus récent de juin 2025 qui montre la nécessité de dépister la fragilité dans cette population de patients âgés atteints d'amylose cardiaque. Donc je vous rappelle que la prévalence de la fragilité, en fonction des études, est entre 50 et 70%. Donc dépister la fragilité, ça permet probablement de proposer un suivi spécifique sur mesure à ces patients atteints d'amylose cardiaque. Donc finalement, est-ce qu'il faut décider de l'introduction de l'arrêt du traitement uniquement sur l'âge? Probablement pas, vous l'avez compris. Je crois surtout qu'on a besoin de données spécifiques dans cette population de sujets âgés, à la différence de l'insuffisance cardiaque, où vous savez mieux que moi que les grandes études sont basées sur des moyennes d'âge de 65 ans. Donc on a vraiment besoin de votre aide pour inclure des patients âgés sur les futurs essais cliniques. Et on est plusieurs centres gériatriques en France à participer au PHRC Arnold dont s'occupent Thibaut Damy et Olivier Hanon, justement pour avoir un focus sur ces patients âgés, très âgés, pour savoir ce qui est bénéfique, ce qui est futile. Et puis, pour conclure, je dirais que, vous le savez tous, l'amylose cardiaque, c'est une forme d'insuffisance cardiaque vraiment à part pour plusieurs raisons, et probablement pour le questionnement de l'arrêt du traitement. Or, c'est quelque chose qui nous impacte au quotidien, c'est des réflexions qu'on va avoir pour tous nos patients et qu'on a régulièrement. Et je crois que si on veut anticiper correctement cette question, je crois qu'il faut d'emblée aborder l'arrêt du traitement, peut-être quand on le débute, et je suis convaincu que vous êtes nombreux à faire ça. Et puis le deuxième élément, c'est que je pense que les gériatres peuvent être une aide sur l'évaluation
gériatrique initiale pour la discussion de l'initiation du traitement, éventuellement pour discuter de l'arrêt de cette thérapeutique. Ce qui est sûr, c'est que c'est important dans cette population, de sensibiliser les collègues gériatres, parce que je pense qu'il y a beaucoup de patients âgés insuffisants cardiaques dans les services de gériatrie qui ont peut-être une amylose. Pas forcément pour les traiter, on est d'accord, mais en tout cas pour les orienter et pour adapter les thérapeutiques. Et puis je crois que c'est important de dépister le syndrome de fragilité, qui est très fréquent et qui nécessite, je crois, une prise en charge spécifique de ces patients âgés, très âgés, atteints d'amylose. Merci. Donc, merci pour ces très belles présentations. On va demander à tous les orateurs de se rapprocher pour la table ronde. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y en a plein. Oui. Alors, la première, c'est pour les rythmologues. Est-ce qu'il vaut mieux être en rythme sinusal lent ou en FA pas trop rapide? Il vaut mieux être en rythme sinusal, pas trop lent. C'est caméléon, en fait. Clairement, il faut regarder les symptômes et l'évolution aussi morphologique, mais c'est vrai que le rythme sinusal souvent est bien meilleur sur le plan hémodynamique et peut-être pas hésiter à mettre un stimulateur cardiaque si vraiment on est gêné par la bradycardie et traiter la FA convenablement aussi. Ça peut être par exemple pacemaker et ablation du nœud AV qui permettra d'éviter les épisodes de FA rapide et de traiter la partie dysfonction sinusale parallèlement. J'ai toujours un peu peur de les choquer quand ils sont en FA vraiment lente, de me retrouver derrière avec une bradycardie sévère. Aussi. Si. Une autre pour le RAC. Est-ce qu'il faut, en cas de progression rapide d'un rétrécissement aortique, il faut systématiquement rechercher une amylose? Alors, moi, je n'utilise pas le critère que de progression du RAC pour l'amylose, mais j'utilise les critères un peu habituels, le RAISE score, par exemple, que j'utilise vraiment souvent au quotidien, que je trouve assez facile à utiliser et souvent pertinent. Mais je n'ai pas de données là chiffrées en tête de est-ce que parmi ceux qu'on a dépistés comme ça, est-ce que c'est ceux qui progressaient plus vite ou pas. Par exemple, à partager. Et une dernière, alors, est-ce que quand on découvre une amylose au stade de dysfonction systolique, qu'est-ce qu'on fait? On traite la dysfonction systolique, l'amylose, les deux, ou pas du tout? Les deux, mon capitaine. Alors, on traite l'amylose, ça c'est sûr. S'il n'est pas en stade d'insuffisance cardiaque terminale, avancée. S'il est déjà en insuffisance cardiaque assez avancée, on peut donner un petit peu de temps d'équilibration avant de démarrer un traitement pour l'amylose. Mais sinon, on démarre d'emblée. Et par contre, pour le traitement de la dysfonction systolique chez ces patients-là, on est un petit peu coincé en dehors des diurétiques, des glyphosines et des anti-aldostérone. Est-ce qu'on peut mettre des bêta-glucans ou pas? On ne sait pas trop. Et en tout cas, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, en principe, on ne les prescrit pas chez ces patients-là. Merci beaucoup pour vos topos. Moi, c'était plus sur la question du coût du traitement. Et arrêt, pas d'initiation. Donc, ça a été un peu balayé sur le côté, c'est le régulateur, prescripteur. Je suis tout à fait d'accord, mais sauf que donc pour M. Logeard, et puis l'autre question, c'est un traitement qui fonctionne, et donc on ne va pas priver les patients les plus âgés juste sur la question de l'âge, puisqu'on a vu maintenant que les registres montrent que ça fonctionne même chez les plus âgés. Mais malheureusement, ces deux arguments qui se tiennent très très bien, je pense, ne suffisent pas à nos collègues cardiologues qui, le plus souvent, restent sur cette question de ça coûte très cher, 200 € par jour, est-ce que mon patient qui a 88 ans est polysymptomatique, est-ce qu'il le mérite, entre guillemets. Et donc, c'est plus la question, je voudrais poser la question à notre collègue gériatre, de dire,
est-ce que on ne devrait pas plutôt arrêter les statines de tous nos patients de 90 ans qui sont prescrites et tous les autres traitements, IPP et tout ça. Et donc, je crois savoir que les gériatres sont assez forts là-dedans pour élaguer les traitements et qu'effectivement, on ferait des économies et arrêter de se focaliser seulement sur une molécule, mais qu'on a probablement des dizaines de molécules à arrêter et qu'on ferait autant d'économies. C'est pour ça que ma controverse était particulièrement périlleuse, parce que si vous demandez à un gériatre de surtout jamais arrêter les traitements, ça va un petit peu contre nature. Donc oui, effectivement, le nettoyage de l'ordonnance fait partie de l'évaluation gériatrique. Il y a probablement des thérapeutiques qu'on arrête et les statines, alors je ne le dis pas trop fort dans une salle avec que des cardiologues. Mais il y a peut-être, en tout cas, on sait, pour les statines, on n'a pas d'objectif après les 90 ans. Quel taux de cholestérol, est-ce qu'on est en prévention primaire, en prévention secondaire, en prévention primaire? En tout cas, il n'y a pas de place pour ces thérapeutiques-là. Enfin, pardon, c'est le gériatre qui parle. Mais, en tout cas, oui, déprescrire, bien évidemment. Mon topo, c'est un peu un plaidoyer sur la collaboration. Je sais que beaucoup de centres fonctionnent comme ça, entre cardiologues et gériatres. En tout cas, sur Toulouse, ça se passe bien. Je sais qu'ailleurs, ça fonctionne comme ça, parce qu'il y a des questionnements dans les deux sens. Nous, bien évidemment, on a besoin de vous quand on dépiste des patients pour vous les adresser rapidement. Et je crois qu'on certains patients âgés, très âgés, les fragiles, qui doivent bénéficier d'un suivi particulier et l'ordonnance doit faire partie de cette réévaluation. En tout cas, on ne doit pas priver effectivement nos patients les plus âgés de thérapeutiques efficaces. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'on refasse la même erreur qui a été faite il y a 30 ans avec l'insuffisance cardiaque, à ne pas inclure des gens de plus de 80-85 ans pour tester, pour challenger les thérapeutiques et pouvoir répondre à cette question de la futilité du traitement. Tant qu'on n'aura pas des données, je pense, réellement ciblées sur ces patients-là, qui représentent une grosse partie de vos patients. Vous les voyez évoluer, vous arrivez à les stabiliser sur le plan cardiologique, puis après, ils vont développer des problématiques gériatriques. Donc, c'est important qu'ils soient suivis à 80. Pardon, j'étais un peu long. Merci. Juste pour continuer sur cette question, je pense qu'on est, et c'est pareil pour la rhumatologie et le côté multidisciplinaire, que les centres amylose et les médecins qui font l'amylose sont un peu plus à la pointe que le reste de la cardiologie sur le côté transdisciplinaire. Et donc de travailler avec les gériatres. Est-ce que, dans votre expérience à Toulouse, est-ce que vous arrivez à avoir des malades en dehors de l'amylose, à pénétrer un peu plus dans le service de cardiologie pour voir des patients avant clip mitral, avant clip tricuspide, voilà, d'être un peu plus présent pour justement avoir cette même action de déprescription, de dépistage de fragilité et de prise en charge? Alors, je crois que Toulouse est un très bon exemple de cette collaboration. Et merci à l'équipe de cardiologie toulousaine d'avoir ouvert les portes du service il y a longtemps. Il y a longtemps, ça va faire plus de 15 ans maintenant que je viens évaluer tous les mercredis matins dans le service de Stéphanie les pré-TAVI, les pré-mitraclip. Donc, toutes ces évaluations, on les fait depuis longtemps. Et de façon très naturelle, l'évaluation a glissé sur l'amylose cardiaque avec un paradigme complètement différent. Quand on fait du pré-TAVI, du pré-interventionnel, on va avoir une amélioration thérapeutique sur les paramètres gériatriques de suite après la procédure. Sur l'amylose cardiaque, on est sur un mode de réflexion complètement différent. Mais ce modèle, cette organisation qui fait qu'un gériatre passe 1 à 2 fois par semaine dans les services de cardiologie pour discuter de toutes les problématiques gériatriques de vos patients en cardiologie. Je crois que la moyenne d'âge dans vos services a évolué parce que vous les soignez mieux, que les patients survivent, et puis parce que vous avez des innovations thérapeutiques qui, il y a 10 ans, pour lesquelles on ne se posait même pas la question de les proposer à des patients âgés, et maintenant on les propose. Donc la collaboration, elle est sur l'amylose, mais elle est sur les valves, elle est sur tous les petits devices que vous inventez régulièrement pour prendre en charge correctement nos patients âgés. Merci beaucoup de ces discussions. On est obligé d'arrêter les questions maintenant pour passer à la synthèse. Donc j'appelle Elisabeth Hugon-Vallet pour venir nous résumer tout ça. Bon courage. Merci pour la mission synthèse. Alors on a parlé de la fibrillation atriale, histoire naturelle et évolution sous traitement. Alors ce qui est sûr, c'est que ça concerne une prévalence importante des patients porteurs d'une cardiopathie amyloïde, qu'on a des études avec peu d'effectifs, mais qu'on part quand même sur une myopathie structurelle, amyloïde, avec une fibrillation atriale qui marque quand même la progression et peut-être des fois un virage de la gravité de la pathologie. Essayer de s'acharner au maximum pour avoir un rythme sinusal
avec une cardioversion ou de l'ablation, mais qui marche surtout pour des patients moins sévères, plutôt NAC 1 que les NAC 2 et 3. En ce qui concerne l'AFA, les traitements qu'on propose semblent dans les études montrer quand même une diminution ensuite de l'incidence avec le tafamidis et la coramidis, ce qui n'est pas le cas en tout cas pour l'instant sur les papiers, il n'y a pas eu cet effet qui est retrouvé sur les troubles de conduction avec une progression qui semble peut-être plus indépendante du traitement. En ce qui concerne le rétrécissement aortique, on voit que la prévalence chez les patients porteurs d'amylose, c'est à peu près 10 fois plus que la population générale, avec un continuum physiopathologique entre les dépôts sur la valve et l'atteinte myocardique qui n'est pas si clair que ça. On l'a vu avec l'étude de Toulouse. C'est des patients qui ont des profils un peu particuliers parce que plus souvent, low flow, low gradient, des scores calciques qui sont plus bas. Et donc, du coup, un diagnostic qui peut être parfois plus difficile. Et en cas de prise en charge du TAVI, la logique est de quand même rester cohérent et de proposer en même temps le traitement associé. Alors, ça fait un coût. C'est clair que si ce traitement n'avait pas ce coût-là, je pense qu'on n'aurait pas ce type de discussion. Néanmoins, ce traitement, il marche quel que soit l'âge. Donc l'âge ne doit pas être un critère uniquement pour savoir s'il faut mettre le traitement ou l'arrêter. Il y a quand même des red flags pour ne pas initier le traitement ou pour peut-être l'arrêter chez les patients très fragiles et qui nécessitent du coup une évaluation avec nos confrères gériatres, et puis des patients avec une insuffisance cardiaque avancée, un score NAC 3 évolué, puis de plus de 90 ans. Voilà. Selon les études, visiblement, c'est quand même plus discutable. Et ce qui semble important, c'est effectivement cette multidisciplinarité pour évaluer les patients, que ce soit initialement et puis sinon au cours du suivi, s'il y a une évolution, pour voir qu'est-ce qu'on fait de la thérapeutique. Et un point qui me semble important également, et qui a été souligné, c'est de bien, quand on initie le traitement chez ces patients, de bien parler qu'un jour, peut-être, on arrêtera le traitement en fonction de leur évolution et de prévenir un peu avant. Voilà.